Bonjour et bienvenue dans la conférence de presse du lancement du Club des entrepreneurs solidaires et responsables. Alors, pour démarrer notre conférence de presse aujourd'hui avec plusieurs intervenants de choix, je vais d'abord laisser la parole à Henri Petit-Poisson, président de la Mutuelle Générale PACA. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous au titre de la Mutuelle Générale et je vous remercie de participer à cette conférence de presse. Le Club des entrepreneurs solidaires et responsables que nous créons aujourd'hui est le fruit d'une réflexion que j'ai eue avec le président Denis Philippe et de plusieurs mois de travail entre la Mutuelle, la CRES et notre partenaire Marseille, représenté par Christopher Pratt et Amandine Deslandes. En effet, ensemble, nous partageons de nombreuses valeurs, entre autres la promotion des actions de solidarité. Fidèle à ce principe de solidarité, la Mutuelle a inscrit l'entraide dans ses statuts. Elle soutient également la recherche technologique et les projets innovants grâce à sa fondation. Elle participe activement à la vie sociale, sportive et culturelle locale. Mais aussi nous partageons l'engagement sur des sujets fondamentaux, émergents, d'environnement et de responsabilité sociétale. Les enjeux environnementaux actuels revêtent une importance capitale dont la Mutuelle Générale est pleinement consciente. 3 priorités orientent nos engagements pour un monde durable. Le développement de notre politique d'investissement responsable, nos actions quotidiennes pour œuvrer pour la transition écologique et enfin assurer un cadre de travail respectueux de l'environnement. Ainsi que vous pouvez le voir, nos valeurs mutualistes font écho aux valeurs de l'économie sociale et solidaire. Ce projet n'est finalement que l'aboutissement d'une ambition partagée depuis de nombreuses années. Les objectifs d'un Mutuelle Générale dans ce partenariat sont de transmettre nos valeurs, notre expertise d'accompagnement des dirigeants sur des sujets qualité de vie au travail ou RSE, car si c'est plutôt un sujet qui concerne les entreprises d'une certaine taille, c'est une demande des consommateurs, des salariés et aussi de nos clients. La Mutuelle Générale est là pour proposer des idées et communiquer des informations sur des thématiques spécifiques. Par exemple, sociétale et sociale, faire grandir la cause des salariés aidants, environnementale, diffuser des bonnes pratiques en matière de réduction de la consommation de papier ou de lutte contre la pollution numérique, etc. Mais c'est aussi accroître notre positionnement différenciant. La Mutuelle est un acteur majeur de la protection sociale qui a su consolider son développement et proposer des solutions nouvelles et innovantes en matière de services dédiés aux dirigeants d'entreprise et à leurs collaborateurs. Mais c'est également apporter notre expertise médicale complémentaire. Je vous remercie de votre écoute et laisse la parole au président de la CRES. Je vous propose maintenant d'écouter le deuxième partenaire de ce nouveau club, Jean Ticori, vice-président de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean, nous vous écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ce salon ESS Sud qui vient d'être inauguré par le président Renaud Muselier et par le président Denis Philippe. Nous portons ici un événement extrêmement important, la création du Club des entrepreneurs solidaires et responsables, issu de la rencontre entre la Mutuelle Générale, la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Société Marseille, et issu également de leur travail sur des terrains communs, des valeurs et des ambitions communes. Il s'agit de construire un outil que les entrepreneurs, les dirigeants pourront utiliser, qu'ils aient à gérer du développement, des événements, voire des crises, et c'est peu dire que la période actuelle donne une résonance particulière à ce sujet. Effectivement, Jean, ça donne une résonance particulière à ce club. Pourquoi est-ce que la CRES PACA a souhaité s'engager dans ce partenariat? Eh bien, tout d'abord, pour la CRES, c'est un outil pour les dirigeants des entreprises adhérentes de la CRES, mais pas que. C'est le deuxième objectif de la CRES pour ce club. Permettre
aux dirigeants d'entreprises de l'ESS de dialoguer avec d'autres entrepreneurs, d'autres formes d'entreprises engagées également dans le développement de leur territoire et dans la responsabilisation de leurs entreprises pour créer les conditions d'une économie plurielle, durable et performante pour notre région. Ce club a vocation à être un espace d'échange, d'information, de rencontres, offrant la possibilité de renforcer des liens, de créer des communautés de réflexion, voire d'action. En favorisant ces interactions, ce club des entrepreneurs solidaires et responsables a également vocation à être un acteur du développement des territoires. Nous sommes convaincus que les acteurs de l'ESS ont un rôle à jouer pour ouvrir de nouveaux horizons et faire évoluer notre modèle de société. Une réalité révélée par la crise sanitaire, économique, mais également sociale que nous traversons. Cette période est donc aussi une opportunité pour agir collectivement, pour porter les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Nous pensons qu'elle peut être porteuse d'une dynamique de développement et d'influence de ces valeurs et de ces pratiques dans des secteurs où elle n'est pas traditionnellement présente. Ce club a également pour la CRES vocation à travailler à cet objectif. Merci Jean. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce club des entrepreneurs solidaires et responsables, je souhaiterais maintenant donner la parole à David Ekel, qui est le directeur de la CRES PACA et qui va nous préciser la raison d'être de ce club nouvellement créé. David, nous t'écoutons. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, juste pour démarrer, partager avec vous la satisfaction des équipes de la CRES. Je pense à la fois des équipes politiques et des équipes techniques que notre partenariat aujourd'hui se concrétise par le lancement officiel de ce club. Ça fait plusieurs mois que nous y travaillons. On a à cœur de voir ce club pouvoir rapidement se réunir en présentiel. Et donc l'occasion du salon ESS Sud, le salon professionnel des achats responsables, et en fait de l'exercice de responsabilité des PME et TPE de notre région, était un formidable écrin pour proposer ce lancement. Donc la vocation du club qui a été présentée par nos présidents trouve en fait son origine de nos échanges avec les dirigeants des entreprises de l'ESS. La CRES a la particularité de réunir aujourd'hui près de 500 entreprises adhérentes autour de sa marque. Et le constat fait par tous, c'est qu'aujourd'hui, le management d'un projet global d'entreprise à responsabilité, d'entreprise porteuse d'une utilité sociale est complexe. Complexe simplement parce que en fait, elle demande de concilier à la fois de la performance économique avec de la performance sociale, et que l'un ne va pas toujours avec l'autre, et que donc ça crée à l'intérieur dans la conduite du projet d'entreprise des tensions qui peuvent être soit positives, soit négatives. Et dans cette réalité-là, en fait, souvent le retour qui nous est fait, les échanges qu'on a avec nos dirigeants, c'est de dire simplement que en fait aujourd'hui diriger une entreprise de ce type, c'est un métier qui tous les jours est à réinventer et qui demande une réflexion continue sur sa fonction et son rôle de dirigeant. Ça demande d'articuler compétences et qualités de personnalité, souvent de voir quel est le croisement entre sa trajectoire personnelle et sa trajectoire professionnelle par rapport aux exigences de ce rôle de dirigeant de l'entreprise de l'ESS. Ça dépend souvent de la taille et de l'organisation de l'entreprise, et ça dépend de la culture, de l'ambition, de la culture de l'entreprise qu'on a envie de conduire. Donc le club, sa raison d'être avant tout, c'est de pouvoir proposer un espace à ce type de dirigeants pour partager la fonction, leur façon d'exercer le métier. Donc c'est à la fois un lieu de réseautage et de reconnaissance entre dirigeants qui ont une même ambition, porter à un moment un exercice de responsabilité territoriale au sein de leur entreprise. Et nos présidents l'ont dit,
qu'il s'agisse d'entreprises de l'économie sociale et solidaire ou toute autre entreprise du territoire régional qui a inscrit dans son ambition de porter un engagement responsable. C'est un espace donc de réflexion et d'échange de pratiques. Et enfin, c'est ce que moi j'appelle un véhicule pour entre entreprises responsables ou entreprises engagées du territoire, ouvrir des interactions business. La vocation de nos entreprises, c'est de trouver une performance sociale et économique, et donc de trouver une durabilité. Et la durabilité à un moment d'une entreprise, eh ben, c'est pouvoir aussi produire de la croissance, de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, elle peut naître aussi des interactions au sein de ce club. Et donc, enfin, au travers du partenariat qu'on a avec notre partenaire Marcel, c'est une ambition qui est de proposer, au-delà d'un lieu de rendez-vous qu'on espérera convivial entre dirigeants, un parcours d'accompagnement et de formation à nos dirigeants pour avancer sur cet enjeu de se réinventer quotidiennement dans le management de nos projets complexes. Voilà pour un peu plus définir la raison d'être de notre club. Merci David, et je vais passer désormais la parole à Ingrid Sans-Vicence, qui est directrice régionale Sud-Est pour la Mutuelle Générale. Ingrid, est-ce que tu peux compléter un petit peu les propos de David sur ce club, sa stratégie, ce qu'il veut porter et surtout sur les personnes à qui il s'adresse? Oui, mais merci Amandine. Effectivement, comme l'ont exprimé nos présidents et David, ce club n'est évidemment pas dédié qu'aux acteurs de l'ESS. Et la réflexion finalement commune que nous avons eue a eu du sens, puisque la Mutuelle Générale, Monsieur Petit-Poisson l'a exprimé également, la Mutuelle Générale tourne autour de 3 enjeux, de la QVT et de la RSE. Et la CRES a je dirais une connaissance très marquée évidemment du milieu économique et solidaire de la région PACA. Donc aujourd'hui nous allons mettre à disposition notre expertise sur ce domaine pour pouvoir accompagner les dirigeants et les adhérents de la CRES, mais pas que, permettre d'ouvrir la porte à des dirigeants d'autres secteurs d'activité qui ont à cœur finalement de répondre à ces enjeux et à ces obligations de RSE et notamment de qualité de vie au travail. Merci Ingrid pour ces précisions. Effectivement, c'est important de comprendre que ce club ne s'adresse pas qu'aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et que la vocation de la Mutuelle Générale est bien plus grande que ça. Et bien plus grande parce que finalement, la qualité de vie au travail s'adresse à tout secteur d'activité et souvent les dirigeants sont quelque peu des fois perdus ou alors ont des partages d'expériences aussi à nous transmettre. Donc c'est vraiment un lieu de réseautage qui va permettre aussi d'interéchanger et de pouvoir construire aussi au titre de notre partenariat avec Marsal, un programme qui permette de mener à bien des projets, de mener des réflexions et d'aller au-delà que du descendant mais de la construction. Justement, vous me donnez la transition parfaite pour introduire notre dernier intervenant, donc Christopher Pratt, navigateur, président de la société Marseille, partenaire du club donc, des entrepreneurs solidaires et responsables. Alors, que vient faire Marseille et la course au large au sein de ce club ? Ouais, c'est avant tout une histoire de rencontre et la dynamique qu'ont lancé Ingrid, David sous l'impulsion de leurs présidents respectifs et nous notre rencontre avec Ingrid, David et leurs équipes qui nous ont présenté un projet, une vision tout en partageant finalement des valeurs qui sont complètement partagées par Marseille et par ses équipes et puis surtout on a commencé à
travailler ensemble, à réfléchir avec cette idée que ce club ne devait pas être simplement un énième club, bien que la cause soit belle et que la solidarité y soit au centre. Il fallait qu'on aille un petit peu plus loin, qu'on essaye de proposer quelque chose d'innovant. Hein. L'innovation, c'est quelque chose qui parle en ce lieu depuis lequel on fait cette conférence aujourd'hui, la COQ. Et du coup, l'idée est venue, l'idée qu'on a co-construite finalement ensemble au fil des réunions, de dire on va créer aussi un parcours de formation. Donc il y aura ces moments d'échange conviviaux, ces moments de réseautage, mais on veut pouvoir accompagner avec notre expertise les dirigeants de manière à ce que finalement ils progressent dans leur approche RSE évidemment, mais ils progressent aussi dans leur approche de fonction de dirigeant, de management, et qu'ils puissent finalement arriver à, David en parlait, je l'entendais parler de performance responsable, et nous voilà, on met vraiment chez Marseille l'humain au cœur de notre approche, de nos formations, et l'idée c'est de construire des parcours de formation qui rendent les gens plus performants, plus heureux au travail, on en parlait, et aussi qu'on fasse naître la confiance. Hein. La confiance, c'est ce qui nous a aussi amené à travailler avec vous, et qui pour nous est central dans le management et dans le parcours qu'on veut offrir à ces dirigeants. Merci beaucoup Christopher pour ces précisions. Hein. Merci à tous nos intervenants pour le lancement de ce club. On comprend bien qu'il est chargé de valeurs et aussi d'histoires communes, de rencontres avec ce nouveau club. On va laisser maintenant la place aux questions puisque le but est aussi d'échanger sur ce club et de ce qu'on y met derrière. Et d'ores et déjà, nous avons une première question qui nous est proposée. Donc, combien de membres espérez-vous dans ce club? Quels sont les objectifs? Est-ce qu'il y en a d'ailleurs? Est-ce que vous êtes fixé des objectifs en termes de nombre de membres? Et puis surtout, la question que vont se poser les personnes qui entendront la création de ce club, c'est comment fait-on pour y adhérer? Donc je ne sais pas si peut-être Ingrid, tu veux répondre sur ce point-là. Bien, écoutez, on a effectivement fixé une stratégie et des objectifs, comme tout à chacun. Nous avons, pour la première année, nous espérons 50 adhérents. 50 adhérents et puis un volume de 240 personnes qui pourraient venir assister à nos programmes. La deuxième année, on voudrait passer le cap des 80 adhérents et puis à terme évidemment 120 adhérents. Et pour adhérer, déjà il y a un coût, c'est 240 € à l'année. C'est plutôt un tarif d'entrée qui nous paraît plus que raisonnable, eu égard aussi au parcours que nous allons pouvoir proposer et mettre à disposition. Sachant qu'en plus, la première année, nous offrons les 6 premiers mois d'adhésion. Donc voilà. Vous pouvez nous rejoindre, on enverra le lien, mais on peut s'inscrire directement en ligne. Effectivement, vous pouvez retrouver d'ores et déjà le club sur tous les réseaux, sur LinkedIn notamment. Donc n'hésitez pas, les informations seront mentionnées à cet endroit-là au fur et à mesure. Nous avons d'autres questions, des questions sur le périmètre géographique de ce club. Est-ce que ces rencontres seront limitées à Marseille? Et donc, est-ce que ce club est tout à fait marseillais? Je ne sais pas qui veut répondre. Est-ce qu'on a David toujours qui est en duplex? Si David, tu veux nous donner une précision sur la géographie du club? Alors, c'est une question qui n'a pas complètement encore trouvé sa réponse. Le démarrage du cycle se fera sur Marseille, notamment parce que aujourd'hui, nous sommes en relation avec l'espace du cloître qui accueillera les premières rencontres du club. Mais notre ambition est justement de pouvoir déplacer les rencontres du club en région. Donc, je dirais, à court terme, le club sera créé sur Marseille et à moyen terme, notre ambition est de pouvoir le faire voyager en région. Merci pour ces précisions, David. Il y a une question dans le chat dont je ne suis pas certaine de comprendre tous les contours. Alors, je vais essayer de vous la retranscrire.
sur les questions d'interaction qu'on peut faire entre le mécénat de compétences au sein des grands groupes, des grosses PME, des grosses ETI ou des grands groupes, et les métiers plus associatifs, et donc les métiers de l'économie sociale et solidaire. Si je lis la question derrière, je vais essayer de la traduire, excusez-moi voilà, je suis pas sûre, voilà, si je retranscris pas bien la chose, que la personne qui l'a posée n'hésite pas à me le dire, mais il me semble que c'est quelle est cette interaction que l'on peut créer entre les grands groupes qui veulent s'impliquer, notamment par l'intermédiaire du mécénat de compétences, et le monde de l'économie sociale et solidaire en tant que tel, pour justement créer ces synergies qui vous rassemblent finalement. Peut-être Jean, vous voulez nous donner votre vision sur le sujet? Alors je ne sais pas si c'est une vision, en tout cas c'est peut-être quelques éléments de réponse. Il est clair qu'il y a des structures de l'ESS notamment, dont les objectifs sont parfois en décalage avec les moyens dont elles disposent, et pour qui le mécénat de compétences est effectivement un apport qui est tout simplement inestimable. Le fait d'avoir mis à disposition une personne qui a de l'expérience, des compétences, qui est prête à s'engager dans une structure, et le fait d'avoir cette mise à disposition au travers d'un effort qui est fait par un grand groupe ou une grosse PME est effectivement un élément extrêmement important des modalités de développement de certaines structures de l'ESS. Mais je pense qu'il faut faire attention à trouver la limite à ce processus-là. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, au travers du club que nous créons, c'est de poser une brique supplémentaire à un édifice qui a vocation à ce que l'ensemble des structures de l'ESS, notamment, pas que, mais l'ensemble des structures de l'ESS, puissent trouver une autonomie économique et financière tout en conservant leur ADN en matière de valeur, et qu'elles puissent le faire notamment par la capacité qu'elles auront à faire émerger des dirigeants qui seront de plus en plus efficaces face à l'ensemble des enjeux qui sont les leurs. Donc, autant il faut bien entendre ces sujets de mécénat de compétences comme des étapes qui sont parfois indispensables à la croissance des structures de l'ESS, autant il faut éviter qu'on prenne le risque, enfin non pas de s'abriter, le terme est un peu injuste, mais de trop utiliser ces dispositifs-là au détriment de la capacité que nous aurions, à travers notamment le club que nous créons, à faire émerger les dirigeants qui, eux, doivent porter en toute autonomie le développement de leur structure. Effectivement, on me précise la question et je crois que vous y avez, Jean, parfaitement répondu, puisque c'était vraiment cette notion de est-ce qu'on est juste dans de l'entraide ou est-ce que concrètement, enfin, est-ce qu'on est dans des réflexions ou est-ce que concrètement il y a un mécanisme d'entraide, et je pense que vous l'avez bien expliqué avec les limites, bien sûr, que vous venez de nous préciser. Une question pour Christopher, donc sur les formations, puisque on a fait un teasing sur les formations et on nous pose des questions. Alors, je ne sais pas si on va donner trop de détails, mais en tout cas, quelle serait la fréquence et le format de ces formations? Peut-être que c'est secret encore. Alors, la fréquence, c'est quelque chose sur lequel on travaille encore, mais ça sera un cycle qui sera entre 2 et 4 rendez-vous annuels, sachant que j'ai oublié de faire ma part du job, de dire que le prochain rendez-vous était au Cloître, comme l'a précisé David, le 24 juin. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans la durée. Donc, effectivement, il y a cette première année avec notre objectif des 50 premiers membres qui probablement seront sur un cycle de formation qui sera entre 2 et 4, puisqu'on commence en milieu d'année. Et puis ensuite, on sera certainement sur des programmes qui sont de 4 à 6 rendez-vous avec des thématiques bien précises, hein, puisque les thématiques chères à Marseille, qui font le lien avec mon parcours de course au large, mais aussi avec le vécu RH, business et protection sociale, hein, puisque Amandine a œuvré dans la protection sociale pendant toute la première partie de sa carrière. C'est évidemment la gestion de crise, c'est la gestion du stress, c'est la prise de décision, hein, on en parlait il y a quelques secondes, prendre cette décision-là de est-ce que finalement je fais appel au grand groupe et je m'appuie dessus quitte à en devenir dépendant, ou si au contraire j'investis sur le talent de mes dirigeants pour construire l'avenir de mon entreprise sociale et solidaire. Ben voilà, c'est déjà une question stratégique et nous on répond en permanence en mer à des questions stratégiques, et donc c'est ce parallèle-là qu'on file chez Marseille et qu'on aura à cœur de mettre en œuvre dans ces formations innovantes, dans ce partenariat avec le club des entrepreneurs solidaires et responsables.
On a une autre question sur un peu plus de sens encore, je crois que ça va vous parler, sur la possibilité de transmettre à nos jeunes cette envie de s'engager dans cette économie un peu différente et quels seraient les arguments qu'on pourrait leur donner pour avoir envie de s'engager là-dedans plutôt que, alors je cite, sur une ubérisation qu'on connaît aujourd'hui de la société, un petit peu vide de sens quelquefois. Jean, peut-être, vous voulez nous dire un mot sur le sujet ? Oui, volontiers. Alors, d'abord, il y a une chose qui est évidente, c'est que ce qu'on est en train de vivre, c'est quand même une vraie vague de fond qui fait qu'il y a de plus en plus d'individus, de femmes, d'hommes, de tous âges, donc des jeunes, qui considèrent que la réussite est quelque chose qui passe automatiquement par une question de sens. Et qui se posent donc systématiquement la question d'inscrire leur parcours professionnel, leur vie professionnelle, dans le développement de projets qui sont des projets porteurs de sens. Et ça, c'est une tendance qui s'affirme d'autant plus qu'on a quand même vécu dans l'économie traditionnelle, j'allais dire, des phénomènes d'approfondissement de la compétition, dont l'ubérisation est sans doute, sans doute pas malheureusement la dernière des manifestations, mais une des plus claires. Et il est clair que les univers qui sont les univers de l'ESS, les univers du mutualisme, sont des univers qui permettent d'exprimer effectivement ces préoccupations, qui permettent de développer des projets qui sont des projets personnels, de le faire dans des dimensions qui sont parfois des dimensions modestes, mais qui sont des dimensions de proximité, qui sont des dimensions qui portent du sens, et qui sont des dimensions qui permettent systématiquement de mettre en place des sujets d'accomplissement individuel, là où les entreprises de structure classique mettent plutôt en place des sujets de performance et de mesure de la performance. Et c'est ça qui est en train de s'installer petit à petit. Le problème étant, et c'est aussi ça non pas qu'on discute, mais c'est aussi à ça qu'on va essayer de contribuer au travers de beaucoup d'initiatives, mais aussi au travers de ce club, c'est que pour que tout ça existe, il faut quand même que, même lorsqu'on donne du sens à un projet, ce projet, il ait suffisamment d'efficacité économique pour être résistant face à l'ensemble de la concurrence. Parce que quelqu'un qui a de belles idées, de beaux sentiments, qui va s'investir à fond dans un projet et qui va s'envoyer dans le mur parce qu'il n'aura pas les outils qui lui sont nécessaires pour développer ce projet, pour le réussir, c'est quelqu'un qui va subir deux échecs, un échec économique et aussi un échec personnel qui est de nature à remettre en cause même le fondement de sa démarche, de son engagement. Et donc c'est un vrai sujet que de dire il faut qu'on donne toute la place possible à tous ces projets, à toutes ces démarches, à tous ces gens qui sont porteurs de sens, mais il faut aussi qu'on leur donne tous les outils. S'il y a l'un et pas l'autre, ça ne fonctionnera pas. Je pense effectivement que c'est très clair dans les prises de parole de chacun de nos intervenants sur l'importance de croiser l'économie et le social et d'être capable de faire fonctionner les deux en bonne intelligence. Et je crois effectivement que nos auditeurs auront bien compris que c'est ce que vous portez à travers la création de ce club. Il y a des questions autour des aides économiques, notamment qui sont mises à disposition des porteurs de projets dans le domaine de l'ESS. Donc c'est pas forcément le lieu de répondre à ça. En revanche, je vous invite à vous rapprocher des équipes de la CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sera, j'imagine, Jean, vous me contredites si jamais je dis une bêtise, mais je suppose que vous êtes capable de mettre à disposition des ressources pour accompagner les porteurs de projets dans ce domaine. L'autre question est sur est-ce qu'on cherche au sein de ce nouveau club des intervenants pour accompagner la montée en compétences? Alors si vous avez des vocations, j'imagine que vous pouvez contacter nos intervenants effectivement pour proposer vos services. Aujourd'hui, le club, comme cela vous a été présenté, donc fonctionne avec les acteurs en présence, mais peut-être que demain, s'il grandit beaucoup, il y aura de nouvelles volontés. Et ensuite, on pose une question alors à laquelle que je vais soumettre à nos intervenants. Quelle différence ou point commun a ce nouveau club que vous créez avec le mouvement Impact France, ex-Move? Alors déjà, est-ce que nos intervenants connaissent le mouvement Impact France, qui avant s'appelait Move? David est toujours là? Désolé David, du coup, on te renvoie la question en duplex.
Premier élément de réponse, le club qu'on crée aujourd'hui, c'est pas créé avec l'ambition de se mettre n'est pas rentré dans la réflexion la question du réseau Move et aujourd'hui de son organisation en région. La CRES a aujourd'hui animé un portefeuille d'entreprises qui adhèrent à son projet, et notre ambition est de développer des solutions à proposer à nos entreprises. Et on était très attachés, et c'est ce que nous a permis la rencontre avec la Mutuelle Générale, de pouvoir adresser une solution dédiée aux dirigeants des entreprises de l'ESS qui se réunissent à la CRES. Pour une raison simple, en fait, c'est que souvent, parce que les projets de ESS ont une vocation collective et d'utilité sociale, on a, je dirais, on a des fois un peu de mal à prendre soin de nos dirigeants à la fois salariés et élus de nos organisations. Donc, notre première motivation, c'était vraiment ça, c'était créer un espace nouveau à destination de nos entreprises adhérentes dans une vision inclusive qui a été largement expliquée sur le plateau, de laisser la place à d'autres entreprises et de permettre la rencontre. Donc, je dirais que la première vocation de notre club, c'est peut-être de rencontrer le Move et de se poser la question ensemble de comment nous pouvons interagir. Et une autre chose à préciser peut-être par rapport au mouvement des entrepreneurs à impact, qui pourrait se retrouver effectivement dans le club que nous créons. Le club n'a pas vocation à porter une orientation ou des propositions au nom du club que l'on crée ensemble. C'est d'abord un espace entre dirigeants pour encore une fois échanger de la pratique et grandir ensemble sur des préoccupations managériales. Donc je dirais que un autre élément de réponse, c'est que son périmètre est beaucoup plus restreint que l'ambition portée par le réseau des entrepreneurs à impact. David pour ces précisions. Ce que je vais proposer, c'est qu'on prenne aussi s'il y en a des questions dans la salle, puisque c'est vrai qu'on fonctionne dans cette période que vous connaissez tous à la fois en présentiel et en distanciel, et donc on pourrait laisser la parole à nos amis journalistes qui nous ont fait l'honneur de venir en présence nous rencontrer. Bonjour, Nathalie Bureau du Colombier, Ecom News. Donc si je comprends bien, vous misez sur 10% d'adhérents à ce nouveau club, c'est ça? Pourquoi pas davantage? Et quelles sont les entreprises qui ont déjà poussé à la porte pour adhérer? Dans quel secteur? Merci. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, là je pense que l'objectif qui a été donné de 40 et puis 80, ce n'est pas un objectif qui est exprimé en pourcentage d'une population donnée. En tout cas, si c'était le raisonnement, pas en pourcentage de ce que sont les adhérents de la CRES. D'abord parce que le périmètre du club il se situe au-delà des seuls dirigeants des entreprises adhérentes à la CRES. Ensuite, parce que les entreprises adhérentes à la CRES, étant des entreprises de dimensions très, très variées, il y a un certain nombre de leurs dirigeants qui n'ont pas forcément vocation à participer dans ce club-là. Je pense que la démarche de progression, c'est une démarche qui vise à avancer étape par étape, marche par marche, de manière à la fois avoir un développement soutenu, mais également en essayant de pas vouloir aller trop vite et trop large, d'avoir quand même une configuration qui permette d'avoir une proposition qui reste suffisamment proche des dirigeantes et des dirigeants qui vont être membres de ce club. L'idée n'étant pas de ratisser large, comme on dit, pardon pour l'expression, mais plutôt de rassembler sur des gens qui ont des choses à partager en commun et de leur donner le lieu, la dimension et les structures qui vont leur permettre de bénéficier de ce qu'ils attendent et de ce dont ils ont besoin. Et si je puis me permettre de rajouter, l'objectif, bien sûr que si on a plus d'adhérents, évidemment qu'on en sera ravis. Et comme le précisait Jean, finalement, il faut que ce soit constructif. Si c'est pour avoir 200 adhérents la première année, que finalement personne
en tire quelque chose d'intéressant, enfin on aura perdu quelque part hein, quelque chose. Donc voilà, et il n'y a pas d'adhérents encore aujourd'hui, parce que je n'ai pas oublié votre question, tout simplement parce que le club devait être inauguré l'année dernière, que cette belle crise que nous vivons nous a empêché énormément de temps fort en présentiel et que nous profitons de cette conférence de presse pour vous annoncer voilà, la création officielle, mais le lancement et l'inauguration se déroulera donc le 24 juin au Cloître, comme l'a précisé Christopher. Et donc voilà. D'autres questions dans la salle? Oui, merci. Je voulais savoir, sur les actions pendant l'année, il y aura des conférences, des formations, il y aura des lieux aussi, des temps de networking Oui, aussi, et puis pourront se rencontrer les dirigeants spontanément, sans pour autant qu'il y ait des conférences ou des formations, pour nouer des relations. Est-ce qu'il y aura des plages horaires, des lieux pour le faire? Alors, tout le programme va venir au fur et à mesure. Déjà, le 24 juin, vous en saurez plus. Donc, je maintiens le teasing pour que vous soyez bien présents. Je vous dis vraiment, on a été bousculé hein, par le Covid. On a plein de choses en tête. On a effectivement des intervenants et je rebondis sur l'une des questions qui a été posée. On est ouvert aussi à ce que d'autres prestataires, enfin si on peut dire prestataires, mais en tout cas des personnes aient envie de s'exprimer ou partager et apporter quelque chose à nos dirigeants. Effectivement, ça peut être aussi des after-work aussi, où on va pouvoir se rencontrer. Mais on a envie quand même qu'à chaque fois, il y ait un sujet, un sens. La Mutuelle Générale va s'inscrire aussi dans... On va accompagner les dirigeants, on disait, sur des kits qu'on pourrait donner aussi, ou en tout cas à nos adhérents, qui leur permettent de répondre à leurs problématiques qu'on a évoquées depuis le début de la conférence. Donc voilà, tout ça, c'est à construire. Mais en tout cas, on a déjà les temps forts avec Marseille, que je remercie encore, parce que voilà, on est ravis de commencer l'aventure avec eux. Et puis derrière, il va y avoir des choses plus informelles. Et au fur et à mesure, on construira tout ça en espérant que déjà à partir de juin, on pourra faire l'inauguration présentielle et qu'à partir de septembre, on ait des temps forts importants. Y a-t-il d'autres questions? Juste pour terminer, pour rebondir sur le sujet qui fait le lien avec les deux questions, c'est que l'idée, c'est d'avoir du contenu de qualité, d'avoir des membres aussi de qualité, parce que c'est l'interaction entre les membres qui fait finalement, qui crée aussi le contenu. Et donc ces échanges informels, ils seront d'autant plus pertinents et ils feront progresser l'ensemble du club parce que ces membres-là, ils seront impliqués, que nous on aura fait notre job dans la partie formation et qu'on aura peut-être aussi d'autres intervenants extérieurs qui amèneront des choses complètement différentes. Donc je pense que le terme de qualité et en tout cas de qualité dans le contenu, c'est vraiment quelque chose qui nous a guidés dans le travail de réflexion sur ce club. Et pour rebondir et rajouter à ce que tu es en train de dire, c'est que l'implication est importante, c'est-à-dire que le club, outre le fait que ce soit un lieu de réseautage, avec le parcours proposé par Christopher et Amandine en tout cas, va demander de l'implication et du travail, de la réflexion. Hein. Donc voilà, ce ne sera pas que du descendant, ce sera aussi de la vraie construction. Donc on est ravis. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Eh bien écoutez, ça va être le moment de conclure. Hein. Je crois qu'on a même débordé un petit peu sur le timing, ce qui veut dire que le sujet vous passionne et tous nos intervenants en seront ravis. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui pour ce lancement du club. On vous donne rendez-vous le 24 juin au Cloître, en espérant que ce soit en présentiel et soyons fous peut-être même sans les masques. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.